Je compléterai ma deuxième capsule consacrée au deuxième chapitre de l'œuvre de la liberté de John Stuart Mill. Nous avons vu dans la première partie de la deuxième capsule l'argument sur la faillibilité ou plutôt sur la prétention à l'infaillibilité de plusieurs personnes qui empêchent l'opinion adverse de s'exprimer. John Stuart Mill nous dit que l'homme doit plutôt savoir qu'il est faillible et en ce sens-là qu'il doit favoriser la libre discussion des opinions. 3 contre-arguments ont été présentés par Mill et ont été réfutés par lui. Le premier, c'est celui qu'il faut aller au bout de notre conviction et que cela supposerait d'empêcher l'autre de pouvoir s'exprimer. Le deuxième, celui qu'il est beaucoup plus utile pour la société de conserver une sorte de tissu social, même si les normes qui constituent ce tissu social peuvent être faux. Donc, c'est l'argument de l'utilité qui ferait en sorte finalement qu'il serait préférable d'adopter une position plus conservatrice. Et enfin, les derniers retranchements des adversaires de Mill qui nous disent finalement que la vérité triomphera toujours et que la persécution des tenants de certaines opinions ne pose pas problème, puisque, en un sens, c'est une sorte de mise à l'épreuve de la vérité et que celle-ci finira par triompher. Les 3 exemples qui sont présentés par Mill sont ceux de Socrate, de Jésus et de Marc Aurèle pour montrer finalement que ces positions-là que la position de celui qui empêche l'autre de discuter va amener une intolérance qui est inadmissible. La première, on la connaît bien, c'est celle de Socrate. Socrate condamné à mort par le peuple athénien sous motif finalement qu'il ne reconnaît pas les dieux de la cité, qu'il en crée de nouveau et qu'il corrompt la jeunesse. Vous avez aussi Jésus qui a été crucifié, bien sûr en raison d'une nouvelle morale qu'il essaie de voir se propager dans le monde. Et bien sûr, on va l'accuser en montrant finalement qu'il essaie de se faire une sorte de nouveau roi des Juifs et on va le crucifier probablement pour motif politique. Toujours est-il ici qu'on essaie tout simplement de museler une opinion qui est contraire aux mœurs de l'époque. Et enfin, nous avons Marc Aurèle. Ici, c'est un exemple un peu opposé. Marc Aurèle qui serait considéré comme un des plus sages empereurs de l'Antiquité. Et Marc Aurèle, cependant, aurait persécuté les chrétiens. Et bien sûr, cette persécution-là pose le problème de l'intolérance, d'autant plus qu'à l'époque de Mill, le christianisme a fini par triompher si on conçoit la doctrine chrétienne comme étant finalement plutôt dans le vrai. Donc, on aurait ici un persécuteur de ce qui est considéré finalement comme la doctrine la plus vraie. Donc, ces 3 exemples sont dans le cadre finalement de ceux finalement qui essaient d'éteindre ou de ceux qui ne tolèrent pas une opinion adverse qui serait finalement ou qui s'avérerait finalement vraie. L'autre argument maintenant qui est somme toute assez original puisque dans le deuxième argument présenté par John Stuart Mill, l'idée finalement, c'est de dire que le détracteur détient en vérité
une opinion qui est la bonne et que, en ce sens-là, hein, il n'y aurait aucun mal à faire taire les autres opinions qui s'avéreraient fausses. Et John Stuart Mill nous montre ici qu'il n'en est rien et qu'on doit quand même laisser circuler des opinions, quand bien même elles seraient fausses. Et les deux arguments qui vont être avancés par John Stuart Mill dans ce cadre-là, hein, c'est divisé en deux sous-arguments, si vous voulez, c'est celui de la clarification et celui de la vitalité. On pourrait hein, tout simplement résumer ces deux aspects-là lorsqu'il dit hein, finalement qu'il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas adopter une opinion qui devient un dogme mort. Un dogme mort, donc une croyance hein, qui est plutôt obscure, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi on adopte véritablement cette croyance-là, et un dogme finalement qui finit par être mort puisqu'elle n'est pas moteur d'une attitude ou d'une conduite hein, qui mènerait à un véritable progrès dans la société. Donc, on va regarder ces deux positions-là. L'enjeu, je l'ai dit, c'est les avantages de la discussion pour celui qui détient l'opinion vraie. Donc, à quoi ça sert finalement de laisser circuler les opinions fausses? Le premier, vous le retrouvez à la page 103 pardon, c'est celui de la clarification. Il faut dépasser le dogmatisme. On entend par dogmatisme cette idée finalement qu'on aurait une croyance où on croit aveuglément quelque chose, et bien entendu, euh, ici, c'est pas tant la double ignorance, mais c'est le fait finalement d'être au sein de la vérité, mais sans être capable de la justifier. Euh, donc, l'importance, pardon, il y a une erreur ici, l'importance, pas de S, euh, c'est l'importance de l'explication. Vous avez finalement l'importance d'arguments qui doit être avancé pour, pour soutenir notre position, de preuves, de fondements. Et je mettrai l'accent ici sur un des éléments qui, qui, qui sera qui permet peut-être de distinguer les deux éléments, clarification et vitalité. Ici, hein, on est vraiment dans le domaine de l'explication. Il faut justifier le propos, il faut donner les causes. Pourquoi finalement on adopte telle croyance ou telle opinion? C'est donc dans une recherche de l'évidence, ici, me semble-t-il qu'on peut très bien voir hein, qu'on est dans le domaine intellectuel qui fait penser au rationalisme de Descartes, lui, hein, qui montre qu'il faut parvenir à des connaissances claires et distinctes. Or, pour que ce soit clair et distinct, on doit bien sûr hein, aller, comme le dit Descartes, au plus simple jusqu'au plus complexe et montrer finalement sur quoi reposent nos assertions. C'est pour Descartes, hein, finalement, qu'on essaie d'arriver au premier fondement, on arrive à soi-même, et c'est à partir de soi-même, finalement, qu'on peut bâtir l'ensemble de la connaissance en toute autonomie. Donc, ça va donner, si vous voulez, la première perspective fondamentalement moderne de la philosophie. Lorsque Mill reprend implicitement Descartes, dans cette recherche de l'évidence, il va nous montrer hein, trois types de, euh, de connaissances, trois types de domaines de connaissances où l'évidence est certaine jusqu'à quelque chose qui finit par être assez douteux. D'abord, vous avez les mathématiques où il dit que même en mathématiques, il faut toujours bien donner des démonstrations. Euh, L'avantage avec les mathématiques, c'est, dit-il, que tous les arguments vont se retrouver du même côté. Donc, il y aura une seule ou une démonstration hein, d'une formule mathématique ou d'un théorème. Et bien entendu, on ne pourra pas montrer à l'inverse.
Donc, c'est l'avantage des mathématiques. Et encore là, on sait aujourd'hui que ça peut même être remis en question si vous pensez, par exemple, à la géométrie euclidienne, avec maintenant une nouvelle conception qui ferait appel à une géométrie non euclidienne. Dans ce cadre-là, on pourrait même voir que dans les choses qui semblent si solides dans la géométrie, on peut encore avoir des perspectives distinctes. Euh, Ensuite, vous avez le domaine des sciences naturelles. Il appelle ça la philosophie naturelle. On pense en premier à la physique newtonienne, célèbre bien sûr parce que euh, Newton est un Anglais au même titre que Mill. Euh, c'est leur, euh, c'est leur petit chouchou en un sens, Newton, lui qui aurait fondé la nouvelle philosophie naturelle. Euh, et nous dit-il, bien sûr, dans cette philosophie naturelle, il y a encore l'opposition en plusieurs théories concurrentes. Et en ce sens-là, ça permet à la science, par ce rapport-là d'opposition, de se confronter à la différence et de pouvoir justifier de la meilleure manière possible leurs propos. Donc, on a beau être dans la vérité, il faut pouvoir montrer que la position adverse, elle est fausse et qu'en même temps, la sienne, elle est vraie pour telle et telle raison. Et enfin, il va séparer après ça tous les autres domaines. On pense à la morale, à la politique, à la religion, ce qui est considéré du côté de l'humain. Peut-être même ici les sciences humaines qui vont se forger par la suite à la fin 19e et au début du 20e siècle. Euh, Vous allez, bien sûr, on aurait comme un entre-deux entre les autres domaines et les sciences humaines qui essaient de se, se trouver une objectivité plus grande en se calquant sur les sciences naturelles, notamment la physique newtonienne. Mais laissons de côté ça. Il nous dit ici que dans tout autre domaine, morale, politique, religion, etc., ici, on est dans une complexité très grande et le doute est nécessaire en un sens. On aura bien sûr une plus grande faillibilité. Et nous dit-il, le plus grand travail finalement de ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est pas tant de justifier son propos que d'essayer de détruire toutes les autres positions qui sont concurrentes. Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs de concurrents. Euh, Par exemple, j'ai ma religion, ben, il y en a plein d'autres religions, plein d'autres sectes, par exemple, qui adopteraient des normes ou des dogmes différents, au même titre que la morale, elle évolue d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Si on parle de la politique, ben, vous auriez par exemple plusieurs idéologies politiques qui mènent à certains comportements et bien entendu, ça suppose des valeurs qui sont distinctes. La liberté, l'égalité, vous avez par exemple l'importance de la famille, de la tradition chez les conservateurs et là, bien sûr, il faut essayer de justifier son propre, euh, son propre credo, sa propre croyance en essayant de montrer souvent que les autres sont dans l'erreur. Donc, encore une fois, si nous sommes dans la vérité, bien, il y a toujours avantage à euh, montrer, à clarifier son propre propos en opposition à d'autres perspectives concurrentes. Enfin, dernier argument, lorsqu'on détient une opinion vraie, l'avantage, lorsqu'on se justifie, c'est qu'en même temps, c'est pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais c'est d'un point de vue peut-être un peu plus pratique et je dirais que le mot-clé, pour, si on veut bien comprendre la vitalité, c'est l'importance de la signification. C'est avoir conscience du sens de nos opinions. Donc, c'est pas seulement une sorte de, de connaissance froide où on justifie, par exemple, d'un point de vue scientifique, quelque chose où on explique par des preuves, par des fondements, puis une démarche bien précise, une démarche scientifique, par exemple, avec une méthode très rigoureuse. Là, c'est pas seulement d'un point de vue de la vérité,
mais c'est du point de vue finalement du sens que cela peut avoir dans la vie humaine. Et probablement que si on regarde entre les mathématiques, les sciences naturelles et tous les autres domaines, l'idée de la signification se trouve essentiellement dans le type de domaine qui est le moins évident. Et c'est là que la signification va jouer un rôle fondamental. Ici, il y aurait une importance de ce que j'appellerais la charge existentielle. C'est un terme qui est utilisé par le commentateur que vous avez au début du livre et qui montre bien tout le côté plutôt subjectif. Lorsqu'on a une opinion vraie, il ne faut pas seulement avoir une croyance, il faut essayer de montrer sa signification et ça, ça donne un moteur à notre propre existence puis à notre propre conduite. C'est ce qu'il appelle une sorte de charge existentielle. Et quand on parle de charge existentielle, on n'est plus du côté de l'objectivité d'une justification froide, mais plutôt du côté subjectif qui va mener à une action puis une transformation probable dans la société. L'exemple qui est donné par Mill dans ce cadre-là, c'est celui des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ceux finalement qui devaient se battre contre ceux qui les persécutaient, bien entendu, ils tenaient absolument à leur dogme parce qu'ils le croyaient vrai, ils le croyaient bon pour l'ensemble de la société, mais bien sûr, la communauté qu'ils pouvaient créer entre chrétiens leur semblait la meilleure puisqu'elle était vécue à son plein potentiel. On réfléchissait au fondement de la doctrine, on ne s'était pas empêtré dans tout le système de l'Église et sa complexification. Au contraire, on était très proche finalement de la signification de chacun des credos. J'en donne un credo, aime ton prochain comme toi-même. Bien sûr, c'est un élément de la doctrine chrétienne qui devait vibrer dans chacun des premiers chrétiens et qui faisait en sorte finalement qu'on voulait à tout prix se battre pour, cette, pour cette croyance, pour cette opinion morale. Du moins, en tout cas, si on ne voulait pas tant l'imposer aux autres, ben, on jugeait, par exemple, qu'on se devait de la conserver, même si on était persécuté. Donc, ça, c'est l'argument de la vitalité qui complète finalement, on pourrait dire, les arguments en faveur de la libre discussion. Ensuite, Mill va terminer le chapitre par ce qu'il appelle la complémentarité ou par ce que moi j'appellerais la complémentarité des opinions. Il va finalement dire que le problème souvent dans plusieurs domaines, c'est que les opinions ne sont pas toutes vraies ou toutes fausses, elles se partagent la vérité. J'ai remis ici le fameux schéma. Donc, vous avez dans l'idée de la discussion des opinions, lorsque, par exemple, l'opinion qui est qu'on adopte, elle est fausse, alors bien sûr, il faut en discuter pour pouvoir corriger le tir. Lorsqu'on a une opinion vraie, on doit clarifier son propos. Donc, si on a corrigé à notre opinion fausse, on tombe dans la vérité, mais on doit encore, bien sûr, clarifier à son propos pour donner la plus grande objectivité possible et en même temps, ça peut devenir une opinion qui fait sens et qui mène finalement à une action et une transformation possible de la société vers le progrès. Donc là, on peut mettre une flèche pour montrer quand la correction puis la clarification, on est encore dans le domaine de la vérité et de la
fausseté ou de l'objectivité par rapport à ce qui est vrai ou faux. Pour ce qui est des opinions complémentaires, ben, si vous voyez, hein, c'est qu'on reprend finalement l'ensemble de tout ce qui est à gauche du schéma. Parce que lorsque les opinions sont complémentaires, ça veut dire qu'elles se partagent à la fois la vérité et la fausseté. Ça veut dire que notre opinion est à la fois fausse et qu'il faut corriger quelque chose, mais est à la fois vraie selon certains aspects. Et il faut alors clarifier ce qui est vrai, puis essayer de montrer finalement en quoi hein, cette position-là fait sens et peut mener à une action, à une conduite précise. Donc, ce qui est intéressant dans cette dernière section-là, je pense que le mot-clé qu'il faudrait retenir, c'est que dans les domaines où c'est fort complexe de déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux, le mot-clé à retenir, c'est celui du pluralisme. Mill est un libéral qui montre finalement que chacun est le meilleur juge de ses intérêts. Donc, quand j'adopte une position, une opinion, je juge que c'est la meilleure, mais il faut bien prendre conscience que l'autre aussi peut avoir hein, sa propre opinion qui juge la meilleure et que, bien entendu, dans ce contexte-là, chacun va avoir une opinion qui diverge un tant soit peu de l'autre. Donc, on va se retrouver avec une société pluraliste où on va hein, essayer de tirer le meilleur possible si on est de bonne foi. On va tenter de discuter l'ensemble des opinions pour pouvoir hein, acheminer la société vers ce qu'il y a de mieux. Or, le pluralisme garantirait au moins de ne pas étouffer hein, une opinion qui s'avérerait vraie et utile. Je laisse de côté le bus de Périclès. Hein, j'y reviendrai dans la prochaine capsule. Périclès qui serait considéré finalement comme celui hein, qui peut-être hein, essaie de, de réconcilier hein, des comportements, on va dire ça comme ça, hein, qui seraient souvent contraires. Hein. Donc, c'est quelqu'un hein, qui aurait à la fois la maîtrise de lui-même, mais en même temps un caractère extrêmement fort, hein, qui est débordant d'énergie, mais en même temps qui, à la fois, est capable de se maîtriser. Donc, il faut essayer de voir hein, au point de vue individuel, à cette complémentarité qu'on peut retrouver chez l'individu, ben, il faudrait ici la retrouver au sein même de l'ensemble de la société et essayer souvent hein, d'aller chercher les extrêmes pour avoir la meilleure société possible. Ça complète mon propos. Vous retrouvez à la page 121 et 122 du livre une autre manière hein, de présenter les différents arguments qui ont été présentés tout au long du chapitre. Il va commencer en montrant hein, que il y a qu'on peut avoir une opinion vraie qui est réduite au silence. C'est le premier argument qu'on a traité, le 1 dans votre livre. C'est la prétention d'infaillibilité qui empêche de corriger hein, une opinion qui serait fausse dans notre cas et on réduirait la position adverse au silence. Deuxièmement, dit-il, c'est une opinion fausse réduite au silence. Ben, l'opinion fausse que j'ai, qui est réduite au silence, malgré tout, elle peut contenir une part de vérité. Donc, encore là, ça veut dire finalement que celui qui me réduit au silence, il lui manque encore quelque chose. C'est l'idée de la complémentarité qu'il vient tout juste de traiter. Donc là, vous voyez ici, c'est une autre présentation un peu différente de ce qui précède hein, dans la division en sections que nous avons fait dans l'ensemble de la présentation du deuxième chapitre. Troisième argument, professer une opinion
parfaitement vrai. Quand on fait ça, il y a toujours le danger du dogme, c'est-à-dire d'oublier qu'il est important de justifier son propre propos. Et dans ce cadre-là, on parlerait de la nécessité de clarifier ce que nous adoptons comme opinion ou comme croyance. Et enfin, on pourrait professer une opinion parfaitement vraie, mais lorsqu'on le fait d'une manière dogmatique, on finit par perdre le sens même de la doctrine et, dit-il, son effet vital sur le caractère ou la conduite. Donc, on finit par avoir un caractère qui se vide complètement de son énergie et bien sûr, la conduite finit par ne plus avoir de sens non plus et le progrès est donc retardé. C'est ce qui termine la capsule. Donc, ici, c'était la deuxième partie de la capsule sur le deuxième chapitre. Vous aurez bientôt la troisième capsule complète sur le chapitre 3, qui est celui sur l'individualité comme un élément fondamental du bien-être et le chapitre 4 sur les limites de l'autorité. Merci.